Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'entrée dans la matière. Le chercheur collectif représente une entité qui ne saurait être réduite à la somme de ses membres. René Barbier. Akora, matière de cet ouvrage. Drôle de nom. Serait-il à coucher dehors? On s'appliquera ici à planter le décor côté cour, côté jardin. Dans une rumination d'atelier mental sentant, bruit, parole, brouhaha, dans l'agitation des chantiers, rencontres, concertations, admonestations, dans le capharnaüm des forums, places publiques et vastes rassemblements. Qu'est-ce donc que cela? Quelles en sont les fonctions premières, les modes d'organisation? Les acteurs sociaux qui se rencontrent, se concertent, farandolent, mi-joyeuses, mi-sages, pour une ouverture sur quelques 20 années. Dans un second chapitre, seront énumérées et comptées les dizaines d'expériences, leur déroulé, qui feront connaître plus précisément les groupes concernés, les thèmes abordés, les projets élaborés. Que font-ils ceux-là qui s'instaurent acteurs et chercheurs? Ont-ils prétention scientifique? Nous allons dans un troisième chapitre aborder les rives de la science sociale et mettre en question la scientificité. Nous en viendrons alors au texte, celui qui témoigne de la matière en fusion, les mots échangés qui se muent en mots écrits. Les gazettiers s'en mêlent, tour à tour reporters, nouvellistes, éditorialistes, enquêteurs, scribes et scribouillards, c'est le journal, pièce maîtresse, qui ponctue la vie d'atelier, la mémorise, la ranime, fait objet de lecture à voix haute et reçoit le timbre de validation. Chapitre 1 Akora, chantier, forum. Des ateliers au chantier et au forum, autre forme, autre structure, perspective pour la recherche-action en groupe. Chapitre 2 Coopérative d'acteurs sociaux. Des groupes d'acteurs sociaux devenus chercheurs, les acteurs sociaux et leurs besoins, être acteurs en MJC, les acteurs et les auteurs chez Henri Desroches. Chapitre 3 La scientificité en débat. Les Akora confrontés aux théories de la recherche-action, les itinéraires de groupes en recherche, les visées scientifiques des recherches collectives d'acteurs, la recherche populaire vue par l'équipe d'Endagraph en Afrique. Chapitre 4 Le journal d'atelier pièce maîtresse. Du compte-rendu au journal de recherche, publication et validation, style et contenu des journaux d'Akora, la saisie du mouvement, extrait d'un journal d'atelier d'une MJC au centre-ville de Brest. Chapitre 1 Akora, chantier, forum. L'Akora est aujourd'hui devenu un terme générique pour signifier un mouvement. Au moment où je rédige ces lignes, en cette fin d'année 2006, s'achève la première phase d'une entreprise conduite avec le Secours catholique. Cette grande organisation, aux multiples ramifications, a mis en route avec l'aide du Collège coopératif de Paris une démarche reposant sur plusieurs délégations locales, afin que des personnes en grande difficulté, pauvres, sans logis, sans papier ou autres déracinées, soient accompagnés dans un processus collectif de recherche-action à propos de leur situation, de leurs actions, de leurs désirs, de leurs projets. Pour cela, il fut décidé que serait proposée la mise en place d'ateliers locaux, lesquels seraient invités à se retrouver dans un chantier national. Au bout d'une année s'est tenu un forum de la solidarité, réunissant une bonne partie des membres de ces ateliers, plus d'une centaine. Après quoi, un chantier devait essayer d'établir une synthèse des travaux rédigés lors des regroupements nationaux, tandis que des synthèses identiques se feraient localement. Atelier, chantier, forum, nous trouvons là développer ce qui est amorcé depuis l'existence des premiers Akora, une tentative d'organisation d'un mouvement qu'il devient maintenant possible de décliner et d'expliquer pour en mesurer la portée. Ceci oblige un retour en arrière, avec reprise des formes qui se sont dessinées depuis les premières ébauches, celles des années 90. On va le voir, de tels ateliers, de tels chantiers, de tels forums et autres se sont progressivement mis en place. Les formes en ont été peu à peu raisonnées. Elles ont été expérimentées et la plupart du temps ont fait leurs preuves. Elles sont constitutives du mouvement de la recherche-action collective comme je l'entends. Les diverses unités et le vocabulaire qui leur donnent corps se sont construits au fil des années, au fur et à mesure qu'apparaissaient les besoins de nommer ce que nous faisions, de distinguer les diverses formes que cela prenait, de définir et de chercher à développer leur signification. Cela se mit d'abord en place au Collège coopératif de Paris, s'est enrichi de la collaboration avec le Collège coopératif en Bretagne,
La suite vint au fil des compagnonnages avec nos camarades africains, notamment les cofondateurs de l'Université populaire des recherches actions collectives, UPRACO. Cela fut encore la résultante des intuitions de groupes et de structures avec qui nous cherchions les meilleurs moyens de répondre à une attente de réflexion, d'expression et de recherche. Adepte de la complexité lorsqu'elle a du sens, il va de soi que le risque était pris de brouiller le paysage à force de distinction. Il convenait de faire un peu de lumière dans le maquis et ses pénombres. C'est pourquoi un lexique s'est peu à peu mis en place pour accompagner un effort de conceptualisation, d'explicitation et de communication. Bien qu'il ne soit à l'abri ni de correction, ni d'évolution, il est utile d'en proposer ici une lecture qui permette d'en inventorier les formes principales. La mise en place du vocabulaire est passée par des tâtonnements et des hésitations jusqu'à prendre pour référence stable l'atelier coopératif de recherche-action, ACORA. Ce mot soigneusement médité avant d'être adopté, offrait plusieurs avantages. Il rappelle évidemment l'origine collégiale en usant de l'adjectif coopératif. Il renvoie explicitement à l'histoire des collèges fondés par Henri Desroches, en lien avec les coopératives, le monde des communautés de travail et des compagnons, dont l'atelier est un symbole. Il cherche ainsi à assimiler le travail intellectuel au manuel, sans hiérarchie d'une sphère d'activité sur l'autre, sans suprématie du théoricien sur le praticien. Par ailleurs, même si le terme est aujourd'hui utilisé dans une diversité de sens qui en trouble l'usage, la recherche-action, surtout quand elle est comprise comme une recherche d'acteurs, demeure la référence principale et s'inscrit dans la lignée à laquelle se rattachait la collégialité desrochienne. Pour finir, le sigle ACORA, que nous nous plaisons à écrire sans majuscule et à le décliner, puisque nous faisons le pari que peu à peu s'il se répandait, il deviendrait un nom commun, trouve une sonorité qui rappelle évidemment l'agora dont le modèle citoyen et politique entre bien en résonance avec le projet. Des ateliers au chantier et au forum. Pourtant, comme on le verra par la suite, si le terme atelier a de suite été adopté parce qu'il existait dans les collèges coopératifs pour la préparation au diplôme des hautes études des pratiques sociales, il n'a pas été retenu d'entrée de jeu. L'atelier d'écriture historique. Sollicité en 1989 par un groupe d'anciennes de l'Union féminine civique et sociale UFCS, qui cherchait à écrire l'histoire de leur mouvement, le premier terme qui s'imposa à moi fut celui d'atelier d'écriture historique. Sans entrer de suite dans les détails de l'atelier UFCS, j'ai besoin de m'y arrêter un peu, avant d'y revenir plus longuement. Dans son fonctionnement se trouvaient déjà les prémices des modalités à venir. Une association d'anciennes permanentes et anciennes adhérentes de ce mouvement féminin, s'était déjà constituée, au moment de ma rencontre avec Thérèse Donneau, l'une d'entre elles, pour écrire l'histoire de leur association qui remonte à 1925. En 1989, elles avaient alors composé 3 cahiers autour de cette histoire, mais faute de méthode, disait-elle, avaient l'impression de piétiner. Thérèse projetait de faire un mémoire de DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales, qu'elle soutiendra d'ailleurs quelques années plus tard, autour de son propre parcours avec l'UFCS. Ceci la conduisit à solliciter son inscription au collège coopératif. Parallèlement, à sa propre écriture, elle me parla du groupe des anciennes et du besoin d'accompagnement qu'elle ressentait. Reconnaissons que l'opportunité était tentante puisque déjà me taraudait l'idée de groupe collectif de recherche. Je fus invitée en Alsace à une réunion de leur amicale. Là prit forme le projet d'accompagnement qui devait durer une bonne dizaine d'années. Comme je l'ai dit plus haut, il n'était pas alors question d'ACORA, mais je leur ai proposé d'adopter le terme d'atelier en parlant d'atelier collectif d'écriture historique, avec un titre plus précis que l'on devrait par la suite retrouver en couverture de tous les cahiers, Histoire de l'Union féminine civique et sociale par celles qui l'ont vécue. Durant les années qui suivirent, ponctuées par une dizaine de cahiers, la recherche fut conduite sur 2 modes. Un atelier limité à un groupe restreint se réunissant régulièrement pour travailler la méthode, organiser des archives, collecter des interviews, déterminer des thèmes d'études. Par ailleurs, annuellement sous forme itinérante, des journées plus ouvertes avec participation d'une 50aine de personnes en moyenne. Un thème y était chaque fois abordé qui devait faire l'objet de la publication d'un cahier. En 1989, l'UFCS et l'Europe,
En 1990, Femmes au foyer, Femmes au travail. En 1991, l'UFCS et la vie civique. En 1992, la formation civique des femmes au niveau municipal. En 1994, l'évocation des femmes qui ont fait l'UFCS. En 1995, UFCS et la consommation. Par la suite, le groupe allait se concentrer sur la fabrication d'un ouvrage avec l'appui d'un historien intervenant régulier du collège coopératif, Christian Guérin. Pour évoquer les exigences de recherche adoptées, on citera quelques lignes du document synthétique de 1996. Produire de l'histoire relève de plusieurs exigences, celle des faits, celle de la mise en relation des faits et celle de la compréhension des valeurs de référence. La production d'histoire par ceux qui l'ont faite prend appui sur les souvenirs. Aucun souvenir d'acteur quel qu'il soit ne saurait être considéré comme négligeable, mais ils doivent se soumettre à vérification. Les faits ne prennent sens que lorsqu'ils sont mis en relation. Cela oblige à tenter d'esquisser des séries chronologiques, d'établir des relations de cause à effet, de retrouver les contextes. Enfin, une histoire de mouvement, surtout lorsqu'elle est produite par ses acteurs, ne saurait être neutre. Les mouvements ne peuvent se comprendre sans référence aux valeurs qui les animent. Cet atelier d'écriture historique aura eu pour effet de me conforter dans mes intuitions initiales et d'engager le collège sur la voie de la recherche collective, même si par la suite ces recherches concernèrent davantage le présent et les projets que le passé. Une récidive permit de tester la capacité des acteurs en collectif à produire et interpréter leur histoire. En 1998 à 1999, une écriture se structura avec la Confédération paysanne. En effet, ces militants responsables, surtout les plus anciens, souvent sollicités pour témoigner de la fondation de l'organisation, issue entre autres du mouvement des paysans travailleurs, décidèrent de se concerter pour produire cette histoire. Après de nombreuses hésitations, soucieux d'aller au plus pressé, ils choisirent de publier un ensemble de fiches pédagogiques pour la restitution de cette trajectoire. Naissance des Akoras ou Arak. Le terme Akora fut employé pour la première fois en 1991. Il s'agissait de désigner un groupe de recherche-action organisé au Collège coopératif, Paris, avec quelques étudiants en recherche autour de l'expression des solidarités en milieu d'immigration. Il voulait alors désigner un regroupement qui ne relevait pas des pratiques ordinaires du collège, telles qu'elles se déroulaient dans le cadre du diplôme des hautes études des pratiques sociales, qualifié certes de recherche-action, mais conduite par un acteur individuellement engagé dans la production d'un mémoire sur la base de ces pratiques. Or ici, outre quelques étudiants praticiens concernés par le sujet, le collectif intégrait des chercheurs comme Guy Belloncle ou Didier Martin. Il incluait aussi des acteurs immigrés, membres d'associations diverses. L'atelier devait produire des écrits rendant compte après chacune des réunions, des avancées de la recherche. Par ailleurs, l'atelier déboucherait sur un séminaire qui devait se dérouler autour des comptes rendus de travaux des divers participants. Progressivement, prenaient ainsi forme les Akoras. Ce fut le cas en 1997. On en trouve trace dans un journal d'atelier inaugural au placement familial de Mantes-la-Jolie. Ce jour, l'atelier se constitua. N'imaginons pas un espace dégagé, des ateliers, des râteliers, des outils. Tout juste la salle à manger d'un pavillon avec jardinet à Mantes-la-Jolie, la maison du placement familial. 10 personnes s'installent autour de la table à ruminer l'expérience et la pensée. L'animateur prend place en ce groupe, dans le lieu qu'il ignore encore en cet instant. Pour cette première d'une dizaine de séances programmées d'où sortira l'ouvrage. Lequel ? Nul ne saurait le dire. Sur l'heure, tous sont en attente de ce qui va se dérouler, acteurs à divers titres du projet qui les rassemble. L'atelier, telle la dramaturgie classique, évoque l'unité de temps, de lieu et d'action. Dans un Akora, la production de l'ouvrage de recherche est programmée dans un temps donné, une année par exemple, au rythme de rencontres mensuelles selon des horaires convenus. La contrainte de temps est l'une des conditions et d'une certaine manière, elle contribue à structurer la conduite de recherche. De même, il s'organise dans un lieu donné qui suppose le clos favorable à la concentration. Enfin, le travail de recherche se donne un objet limité, défini à partir des pratiques communes aux membres. Ces marques d'unité sont indispensables à l'aboutissement des productions. Même si des évolutions se sont produites depuis,
on peut dire que ces quelques principes constituent notre doctrine tout en s'efforçant de ne pas être doctrinaire. L'Agora proprement dit, tel qu'on le peut définir aujourd'hui, s'adresse à des groupes restreints qui ne dépassent que rarement la dizaine de personnes. Il rassemble, en principe, des acteurs ayant des implications de même niveau et de même nature dans le champ des pratiques considérées. L'atelier se réunit régulièrement au complet et vise une production unie. Les membres de l'atelier peuvent, au-delà de la production collective, apporter des contributions individuelles, enquête, lecture, analyse, écriture, etc. La démarche d'atelier est accompagnée par la publication d'un journal d'atelier rédigé sous la responsabilité de l'animateur de recherche, pour partie par lui-même, pour partie par les membres du groupe. Sur un territoire donné, au sein d'une même organisation, autour d'un thème identique, plusieurs ateliers peuvent fonctionner, échanger leurs productions, se retrouver pour des séances communes. Par exemple, les ateliers conduits avec le CMR chrétien dans le monde rural et le Collège coopératif de Paris sur la transmission des exploitations agricoles en 2002, les ateliers MJC en Bretagne conduits par le Collège coopératif en Bretagne. Ils prennent alors la figure d'un chantier. On notera qu'en région Bretagne, les responsables du collège coopératif emploient pour désigner le même fonctionnement le terme d'atelier de recherche-action coopérative, ARAC depuis 1998. La terminologie Agora à laquelle je suis plutôt attachée, a quant à elle, été reprise au Sénégal en décembre 2001 pour une suite intitulée la CNOAS, co-auteur de politique publique en éducation de base. Chantier coopératif d'acteurs en recherche-action. Le terme chantier, par analogie avec l'atelier, fut employé pour désigner des dispositifs d'acteurs en recherche plus complexes et plus diversifiés que l'Agora, marqués par l'unité de temps, d'espace et d'action. Ainsi, dès lors que nous nous sommes trouvés en nécessité d'augmenter le nombre d'acteurs concernés, pour ne pas dépasser les limites du groupe restreint que nous fixions entre 7 et 12 personnes, il est apparu nécessaire d'en proposer l'organisation de plusieurs. Lorsque nous fûmes, en 1996, sollicités par une organisation mutualiste de Lyon, la CCMY, Centre chirurgical mutualiste de Lyon, pour accompagner une recherche avec des administrateurs bénévoles, la quantité de personnes intéressées conduisit à mettre en place 2 groupes de travail, fonctionnant en parallèle avec 2 animateurs-chercheurs. Nous ne pouvions pourtant nous contenter de faire fonctionner les 2 groupes de recherche, sans se poser la question de leur articulation. 2 modèles furent alors proposés aux responsables mutualistes. L'un prévoyait 2 groupes autonomes conduisant leurs recherches comme ils l'entendaient, sur le rôle des administrateurs élus, dans le but de croiser les résultats. L'autre consistait à décomposer l'objet de la recherche en 2 thèmes pour une compilation des résultats obtenus. Dans le second système finalement choisi, les ateliers, du fait de l'interaction entre les sujets traités, prévoyaient des séquences introductives et conclusives communes. Cette articulation entre 2 ateliers prit le nom de chantier, un chantier qui devait d'ailleurs s'étendre encore et déboucher sur quelques essais de forums plus importants. À partir de ce premier dispositif, relativement simple, de 2 groupes réunis sur des bases communes, administrateurs de mutuelles conduisant une recherche sur la définition de leur rôle en distinction de celui des techniciens et salariés, les années qui suivirent menèrent à expérimenter d'autres modèles de fonctionnement. Dans le cas d'une recherche collective d'acteurs sur la participation des habitants, dans l'agglomération de Douai, un noyau de départ avait été mis en place avec des acteurs de diverses institutions, directeurs de centres sociaux, agents de développement social urbain, responsables de CAF, etc. Le dispositif de recherche s'est progressivement ouvert, dans la mesure où chacun des membres de l'atelier prit l'initiative, selon des modalités diversifiées, enquête participative, entretien avec des habitants, réunions au sein des structures concernées, de conduire des ateliers d'investigation dont le résultat était remis à disposition de l'atelier initial. Pour alimenter sa réflexion, le groupe initial devait alors fonctionner comme un atelier pilote. Un dispositif analogue fut presque parallèlement expérimenté à Rennes, dans le cadre du Collège coopératif en Bretagne. Dans ce cas, des agents de développement social urbain de Nantes, Rennes, Lorient et Brest se constituèrent à partir d'un atelier initial, puis élargirent leurs perspectives dans un chantier par une série d'études de cas et d'enquêtes locales qui furent versées au dossier de recherche.
Une autre formule de collectif de recherche se trouva être expérimentée selon des compositions analogues, sinon semblables, avec le chantier Maison des Jeunes et de la Culture, en Bretagne durant les années 1999 et 2000, puis dans le cadre du mouvement CMR, chrétien dans le monde rural, durant l'année 2001. Dans l'un et l'autre cas, se déroulèrent des ateliers indépendants, tous animés par des animateurs-chercheurs différents, soit dans une suite de maisons, KDMJC dans les divers départements bretons, soit dans des fédérations départementales du mouvement, Moselle, Morbihan et Manche pour le CMR. Dans le cas des MJC, il s'agissait de réfléchir à l'identité de ces structures aujourd'hui et demain. Dans le cas des CMR, l'objectif était la production d'une réflexion et de propositions sur la transmission des exploitations agricoles. À partir de cette organisation reposant sur une suite d'ateliers autonomes, autour d'un sujet identique, 2 formules furent finalement testées. Dans le cas des MJC, les groupes ne furent reliés que sous la forme de compilation des résultats, reliant l'ensemble des journaux de recherche et en fin de compte par la publication d'un ouvrage. Un atelier régional vit certes le jour, mais dans une perspective de fonctionnement autonome sans vocation à piloter les ateliers locaux, pour rendre compte des perspectives fédérales. Dans le cas du CMR, les ateliers se réunirent à divers moments autour d'un texte composé par l'animateur de chantier, sur la base des journaux d'ateliers locaux. Une résolution fut rédigée par concertation entre les 3 départements et déboucha sur l'organisation d'un forum ouvert. Sur la base de ces diverses expériences, nous pouvons aujourd'hui définir le chantier d'acteurs en recherche-action coopérative comme l'organisation d'un vaste ensemble d'acteurs concernés par une problématique commune et tendant à mettre en synergie leurs travaux pour les confronter. Les expérimentations conduites permettent de dégager divers types de chantiers en fonction des modes d'organisation et des processus qu'ils enclenchent. Une typologie en évolution peut être dressée. Chantiers d'ateliers articulés entre eux sur un même lieu et tendant à une publication commune de résultats. Chantier sur des objets communs en des lieux ou des structures différentes. Chantier avec des ateliers par sous-thème autour de l'objet principal de recherche. Chantier avec atelier pilote, qui détermine des pistes d'investigation et organise la compilation et le traitement des résultats obtenus par divers groupes. Chantier avec diversité d'approches et d'auteurs, approche en atelier d'acteurs, investigation conduite par ses membres, données collectées par approche documentaire, apport d'experts. Chantier de regroupement d'initiatives locales librement constituées, comme ce fut le cas de l'opération du Secours catholique en 2005 à 2006. Au sein de cette typologie, un ensemble de croisements et de combinaisons sont possibles. Nous souhaitons toutefois réserver le terme de chantier collectif d'acteurs en recherche-action pour les organisations dont les acteurs portent la responsabilité principale, tant dans la définition des processus de recherche que de leur conduite et de leur publication. Forum de recherche-action. Dans les pratiques du collège coopératif, à Paris comme à Rennes, l'atelier constitue un élément fondateur. En effet, le groupe restreint, organisé autour d'expériences et de préoccupations communes, est apparu dès l'origine comme favorable à la conduite d'une recherche coopérative. Il demeure que les groupes ainsi constitués autour d'une pratique, pour significatif qu'il soit, ne sauraient se priver d'une ouverture sur un plus large ensemble de personnes concernées. Progressivement se sont organisées de telles assemblées, que l'on peut désigner par le terme générique de forum de recherche-action. Par forum de recherche-action, nous désignons les excroissances ponctuelles, voire événementielles, d'un atelier ou d'un chantier à un plus large public concerné directement ou indirectement par l'objet de la recherche. L'examen des pratiques mises en œuvre permet de distinguer au minimum 2 grands types de forums. L'un concerne la procédure de recherche proprement dite et intervient au cours de la démarche. L'autre est celui qui s'organise pour la communication des résultats et les débats qu'il suscite. Lors de l'expérience conduite en 1996 avec la Mutualité de Lyon, les protagonistes avaient souhaité que le plus grand nombre possible d'administrateurs fussent entraînés dans la démarche de réflexion sur la fonction des bénévoles. Dans ce but, après avoir conduit un chantier de 2 ateliers en groupe restreint, la décision a été prise d'un plus vaste rassemblement. Il s'agissait d'une centaine d'adhérents de la mutuelle qui, réunis l'espace d'une journée, se virent proposer un travail autour d'une série de thèmes particuliers.
Pour ce faire, il fut organisé une dizaine d'ateliers, chacun animé par un animateur-chercheur du collège coopératif. Ces travaux en petits groupes vinrent donc enrichir les précédents et donnèrent lieu à de nouvelles perspectives d'ateliers par secteur géographique. Bien que l'expérience n'ait pas été conduite aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, elle a permis d'apercevoir un mode de fonctionnement en forum de recherche d'acteurs dont la forme pourrait encore être travaillée. Un autre dispositif sur lequel j'aurai l'occasion de revenir qui allait un peu dans le même sens, fut celui récent du Forum de la Solidarité, organisé par le Secours catholique. Je l'ai évoqué au début de ce chapitre. L'ensemble des acteurs sociaux, concernés par les situations difficiles d'existence, habitants réunis localement autour des Akoras, a été associé à la recherche en cours dans une perspective de production croisée de savoir. Par leur nombre, par les modes d'animation proposés, par la diversité des thèmes abordés plusieurs journées durant, il s'agissait d'un forum accompli tel que j'en cherchais depuis longtemps la réalisation. L'autre type de forum, le forum de restitution élargie, a par contre été largement expérimenté, s'imposant même progressivement comme un débouché normal des Akoras ou des chantiers. Dans cette formule, il s'agit de communiquer les résultats du travail à des acteurs concernés par l'objet, afin de provoquer un débat et permettre une plus large appropriation de la réflexion conduite. Le premier forum ainsi conduit le fut au terme de l'atelier du placement familial. Il s'agissait pour le petit groupe de Mantes-la-Jolie, tout à la fois de rendre compte de l'expérimentation conduite autour d'une nouvelle approche des placements familiaux, et de provoquer un large débat dans les milieux concernés. Ainsi se rassemblèrent des acteurs de l'association versaillaise Sauvegarde de l'enfance, un ensemble d'éducateurs, d'assistantes maternelles salariées. Au-delà de l'association elle-même, il fut choisi d'inviter des partenaires naturels, assistantes sociales, juges pour enfants, responsables du conseil général, pour faire entendre et débattre des conclusions et des propositions formulées. Un tel forum remplit au moins 3 fonctions. La première tient dans l'occasion qu'il donne aux acteurs de valoriser leur savoir et leurs compétences. Dans le cas présent, les assistantes maternelles qui n'ont pas coutume de prendre la parole en public purent se révéler et par là, témoigner de leur capacité, voire de leur exigence de participation à la définition et à l'évaluation des projets. La seconde fonction d'un forum élargi comme celui-là était de sensibiliser l'ensemble des acteurs proches, notamment les décisionnels, aux problèmes posés. Enfin, par le forum, s'élargit le débat à un ensemble de personnes concernées qui par l'échange s'approprient et affinent les analyses et les projets. On notera que le plus souvent, il fait apparaître une demande de continuité de la recherche pour des acteurs qui n'avaient pas été concernés, dans un premier temps. Un autre exemple significatif fut celui du forum CMR. Pour les acteurs concernés par la recherche et dans le cas présent, par la question des transmissions de patrimoine en agriculture, la recherche-action trouvait là sa véritable finalité. Pour les acteurs, la réflexion conduite dans les ateliers, les analyses et les propositions faites n'auraient de sens que si elles étaient portées devant les diverses instances décisionnelles et agissantes. Dans le cas présent, il s'agissait tout à la fois des centres administratifs et politiques, des organisations professionnelles, des institutions de formation, dans la mesure où les modèles transmis par la formation furent soumis à l'analyse des acteurs. C'est alors que la démarche de recherche-action collective trouva sa dimension citoyenne et politique. Sans le forum, la démarche n'aurait pas été achevée, d'autant qu'il engendrait naturellement des suites locales et nationales, pour le mouvement CMR et pour le débat de politique agricole. On peut aussi pointer un cas particulier, celui du CLOSI, Comité de liaison des organisations de solidarité internationale. Un atelier d'analyse des publications avait été mis en place dans le cadre de la préparation d'un forum qui devait rassembler à la Sorbonne un large public d'ONG et de mouvements d'éducation populaire. Cet Akora constitué de membres de divers mouvements concernés devait étudier et débattre des messages qu'il contribue à diffuser dans la population. On voit que dans ce cas précis, l'atelier avait été créé pour contribuer à l'animation du forum, et non l'inverse comme dans les autres cas. Groupe de recherche initiative populaire. J'ai eu quelques hésitations quant à la dénomination de ce type d'organisation de recherche-action.
Il s'agit de désigner des groupes moins formels, dans leur constitution et dans leur fonctionnement, que les Akoras. Plus difficile à cerner par conséquent, les divers terrains que nous avons eu à connaître, notamment en Afrique, montrent bien que de véritables recherches collectives se manifestent avec des formes diversifiées, des processus complexes, en des lieux et des durées plus souples que les ateliers désignés ci-dessus. Dans le titre choisi, il paraissait intéressant de mettre en exergue l'initiative qui est souvent un préalable. Les travaux d'Enda Graff font dans la matière référence. On pourra notamment retenir l'ouvrage collectif édité sous le titre « Une Afrique s'invente ». On y voit comment des initiatives populaires sont productrices d'action et de réflexion. Par des initiatives féminines se créent des caisses de crédit qui constituent les bases d'invention et de recherche pour des formes nouvelles de banques populaires. Il en est de même en milieu agricole, lorsque par des initiatives paysannes s'inventent de nouvelles solidarités. Pour esquisser une définition de ce qui relève de la recherche-action collective, on peut les identifier comme des groupes de population, de dimensions variables, le plus souvent réunis à l'échelon d'un quartier, d'un village ou d'une zone, qui entrent dans une dynamique de recherche et d'action pour inventer des solutions à des problèmes rencontrés. Ces groupes ont une structure souple, un objectif d'action et d'initiative, inventent et organisent des formes de vie sociale et d'économie populaire. On constate que le plus souvent, ils laissent peu de traces écrites de leur recherche, de leur cheminement et de leur formalisation. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit de populations marquées par la tradition orale. La mémorisation de leurs initiatives et de leurs savoirs, comme la communication à d'autres, pose un problème difficile à résoudre. Cela suppose une attention particulière à l'archivage des traces, à la communication orale, voire à la consignation écrite par des lettrés, endogènes ou exogènes qui, à tout le moins, doivent s'efforcer de consigner ces savoirs populaires en rapport étroit avec la population concernée et avec son accord. Dans cette perspective, on pourra se reporter utilement à un travail significatif que l'on pourrait qualifier, selon la terminologie que nous proposons, de chantier de recherches initiatives populaires, qui a été rapporté sous la dénomination des espaces ateliers urbains Sud-Sud-Nord de recherche-action-formation. En prenant connaissance de l'expérience conduite, j'ai le sentiment qu'au-delà d'un vocabulaire différent, ce que les auteurs nomment espace atelier prend la forme de ce que nous tendons à nommer forum de recherche-action. Je me contenterai ici de citer quelques lignes de conclusion, significatives de leur démarche. Un mouvement est né, que l'espace atelier a contribué à mettre au monde, celui des rencontres solidaires entre acteurs sociaux et populaires de différents continents, celui de la reconnaissance des savoirs accumulés au Sud, celui de l'apprentissage commun par la recherche et l'interculturalité. Selon les précisions qui m'ont été apportées par Jean-Rémy Durand-Gasselin de Peuple et Culture, l'espace atelier s'attachait à caractériser des initiatives populaires et à tenter de comprendre les conditions de leur durabilité à Tunis, à Bogota en Colombie, à Meaux, Le Havre et Montpellier en France et à Dakar au Sénégal. La question était posée de la mise en forme, du partage et de la diffusion des acquis collectifs. Il s'agissait, selon les termes du rapport présenté par Marie-Dominique de Suremain, de mise en réseau des expertises populaires. Finalement, confrontant ce type d'expérimentation à celle plus modeste conduite dans le contexte français, nous pouvons dire que le Forum de recherche-action est l'organisation qui permet la contribution à la recherche par les questionnements, l'échange des conduites, le débat politique, un ensemble d'acteurs sociaux partageant des expériences communes sur un territoire donné ou sur un espace élargi. Pour faire suite à une rencontre toute récente, fin 2008, je signalerai l'usage qui se met en place de réseaux Internet, autre forme de vaste forum, comme ce qui est mis en place avec Hugues Bazin en espace populaire de recherche-action. Le séminaire de formation en recherche-action coopérative. Le collège coopératif d'Henri Desroches a été créé, dans les années 1960, comme un lieu de formation d'adultes en lien avec l'enseignement supérieur, par la médiation de l'École des hautes études. Là se développa une pédagogie de la recherche-action. Les adultes, acteurs sociaux, y sont invités à construire un mémoire de recherche en relation avec leur pratique. Un tel mémoire a vocation à être validé sous la forme retenue aujourd'hui du diplôme des hautes études des pratiques sociales. Afin d'accompagner ces étudiants dans leur démarche,
les collèges coopératifs et les services de formation continue universitaire, adhérents du RIHEPS, Réseau international des hautes études des pratiques sociales, programme des séminaires d'enseignement. L'ensemble vise, on le voit, une recherche d'auteurs individuels. Les collèges coopératifs qui aujourd'hui ont adopté la démarche collective n'ont pas pour autant renoncé à cette pratique qui les a fondés. Ils demeurent attachés à la vocation promotionnelle d'acteurs en recherche, par le truchement du diplôme. Il n'en est pas moins vrai qu'une évolution, prudente certes mais naturelle, tend pour une part à influer quelques pratiques de séminaires. C'est en ce sens qu'il devient possible de distinguer pour les introduire dans cette nomenclature des séminaires en recherche-action collective, s'inscrivant dans des pratiques de formation d'acteurs-auteurs individuels. Il s'agit de séminaires de formation prenant appui sur des démarches collectives de recherche-action. Plusieurs cas, inspirés de l'expérience apparaissent. Le premier et le plus important est celui des formations à l'animation de groupes de recherche coopérative, souvent désignés par le sigle AGRAC, animateurs de groupes en recherche-action coopérative. Des formations de ce type ont été organisées au Collège de Paris, à celui de Bretagne, au Sénégal. La plupart des séminaires prennent appui sur des recherches-actions conduites par les animateurs en formation, et le séminaire est lui-même un lieu d'apprentissage et de construction de savoirs théoriques et pratiques. Le second cas est celui des séminaires d'enseignement, usant des principes de la recherche-action collective. Il s'agit bien sûr d'user d'une pédagogie participative dans laquelle l'expérience est sollicitée, comme c'est le cas dans la plupart des formations collégiales, mais pour se référer à la recherche collective d'acteurs, on essaye de s'engager plus loin. Ce ne sont pas seulement les exemples relevant des pratiques qui sont sollicités. Il ne s'agit pas seulement d'une participation par l'échange et la parole, mais il s'agit de viser une construction commune du contenu. C'est pourquoi dans ce type de séminaire, l'objet et ses développements seront construits et publiés après le déroulement. Par exemple, pour un séminaire ayant pour thème chercheurs-acteurs, croyances et clairvoyance, 4 au 5 février 2002, le document de recherche, rédigé une fois les séances closes, remet en forme les déroulements du débat et de la réflexion collective, elle-même nourrie d'un ensemble d'auteurs ayant traité du sujet. Sur ce point qui nous semble essentiel dans la démarche de recherche pour des acteurs sociaux, puisqu'elle met notamment en cause le couple désormais classique de la distanciation et de l'implication, la réflexion doit rejaillir à l'occasion du séminaire de l'année suivante qui prendra appui sur le précédent. Le moment vient de trouver une articulation entre les activités de formation par la recherche et les activités de recherche collective. Le mode de conduite particulier des séminaires d'enseignement devrait conduire à poursuivre le travail et l'expérimentation. Autre forme, autre structure. Depuis que nous avançons sur les voies de la recherche d'acteurs en coopération, nous nous plaçons dans une double perspective. D'une part, travailler à une approche certes ouverte mais relativement rigoureuse de l'Acora, des ateliers, des chantiers et des forums, et d'autre part nous engager dans les diverses voies qui s'ouvrent aux collectifs de recherche. D'un côté nous avons à retrouver les sources de formules créées par nos prédécesseurs, à voir dans quelle mesure elles proposent des chemins divergents ou des analogies qui incitent à les reprendre. Le cas s'est ainsi posé avec l'enquête-participation, qui peut prendre place dans la panoplie large des formes collectives de recherche-action. Lorsque pour le collège, Philippe Missotte dans les années 90 conduisait une importante enquête en lien avec la population sur l'agglomération de Châteauroux qui figure aujourd'hui dans les archives du collège, il n'était pas encore dans la démarche Acora telle que nous la définirions par la suite, mais il était bien, et d'une manière tout à fait convaincante, dans un processus de participation collective, sinon à la construction de L', objet de la problématique, des conclusions, mais à tout le moins dans la démarche. Un animateur-chercheur comme Bruno Adjignon a de ce point de vue réalisé nombre de travaux tout en sachant clairement les distinguer des ateliers proprement dits. On peut en dire autant des actions de Michel Séguier et Bernard Dumas qui se distinguent de nos démarches, dans la mesure notamment où ils s'adressent à des collectifs plus importants, mais participent de la même inspiration lorsqu'ils mettent en place des processus pour construire des actions collectives. De la même manière, alors même que nous ne les avons jamais considérés comme relevant des Acora proprement dits,
Il convient de citer les monographies villageoises, telles qu'elles furent engagées avec l'USE, Union de solidarité et d'entraide, et son organisation, le PIP, Programme intégré de Podor sur les bords du fleuve Sénégal. Bien qu'il s'agisse alors de s'inscrire dans la perspective de formation individualisée des animateurs agents de cette structure, par la forme qu'elle a prise, nous nous sommes rapprochés d'une recherche villageoise collective. Les monographies du village d'action de ces agents qu'ils devaient décrire et raisonner, le furent à partir d'une forme totalement différente de ce qui pouvait se pratiquer ordinairement. Outre l'enquête conduite dans le village en lien avec la population, ces travaux devaient, avant soutenance devant un jury de forme universitaire, être présentés en assemblée villageoise. Ce n'est qu'au terme de cette présentation débat devant l'assemblée, une fois que le village s'était prononcé sur la validité de l'analyse, que l'animateur-chercheur était finalement admis à soutenir devant un jury. Au terme de l'expérience ainsi conduite, nous avons pu voir à quel point la démarche avait eu des retentissements dans les villages, non seulement par la conscientisation produite mais encore par l'expression de projets d'action qui s'en sont dégagés. Dès lors, ce qui n'était qu'un exercice de formation individuelle devait prendre place dans une forme de recherche collective au bénéfice des acteurs villageois concernés par l'objet de l'étude. Nous ne sommes sûrement pas au bout des formes qui organisent et entourent ce mouvement de recherche-action. Tout récemment par exemple, en 2005 à 2006, à l'occasion des ateliers et chantiers du Secours catholique, ce dernier a mis en place un comité de suivi et d'orientation, pour que se conduise une réflexion ouverte à des chercheurs sur la démarche en cours, sur son intérêt, sur les orientations qui s'en dégagent. On espère ainsi développer le dialogue constructif entre chercheurs professionnels et acteurs sociaux en recherche, pour une confrontation positive des savoirs. Perspective pour la RECHERCHEACTION en groupe. L'occasion m'a été donnée de participer à la mise en forme du dernier ouvrage d'Enda Graff, en compagnie de Pierre Jacolin qui travailla longtemps au Sénégal avec cette organisation. Il s'agit de l'ouvrage finalement intitulé Une Afrique s'invente, recherche populaire et apprentissage de la démocratie. Il s'agissait de construire un ouvrage cohérent sur la base d'un ensemble de documents écrits au fil des ans, et d'actions avec des groupes urbains et ruraux. Cette rédaction m'aura permis de pénétrer en des termes privilégiés dans des pratiques différentes des miennes, dont il m'est impossible aujourd'hui de faire abstraction, ne serait-ce qu'au moment de définir les formes que peuvent prendre les groupes en recherche-action. Quelques lignes de ce livre m'apparaissent significatives du mouvement collectif de recherche d'acteurs tels qu'Enda tente à le promouvoir. Nous agissons avec les acteurs qui agissent déjà et partons de ce qu'ils font, travaillons sur la base de ce qu'ils savent et savent faire, et même si nous pouvons leur apporter des éléments nouveaux, valorisons leurs analyses. Nous aidons les acteurs à développer leur capacité d'analyse, à réfléchir plus large, à raisonner davantage en termes de stratégie, à anticiper. Nous partons des ressources locales plus que de problèmes ou de manques, aidons les acteurs à découvrir et surtout redécouvrir les potentialités dormantes ainsi que les richesses oubliées ou négligées. Nous créons des relations avec un nombre élevé d'acteurs dans toutes les sphères des sociétés ou des milieux où nous intervenons, car nous avons compris que notre valeur d'action dépend de notre portefeuille relationnel. Nous mettons en relation et décloisonnons les experts et les groupes populaires porteurs de savoir-faire. Nous créons, gérons, développons des réseaux d'alliances au niveau local, régional, national, pp 294 à 295. À la base, on voit des acteurs avec leurs capacités, leur savoir propre, qui peu à peu se relient ou sont conviés à se relier pour constituer des groupes d'acteurs, groupes d'initiatives, groupes de savoir. Ces groupes sont mis en relation avec d'autres pour constituer des réseaux à divers niveaux. En termes d'organisation du mouvement de recherche, apparaissent deux mots-clés, les groupes d'acteurs populaires et les réseaux. Tout cela se rejoignant pour réaliser un modèle d'organisation sociale qu'Enda Graff nomme le forum polycentré, qu'il offre en alternative au modèle familial et au modèle clanique. Il convient de mettre les recherches en relation les unes avec les autres, et donc aussi les chercheurs. Ceci impose d'utiliser et de créer des situations d'échange ou de confrontation des hypothèses, ce que les uns, les unes, les autres ont essayé, à quels résultats ils ou elles ont abouti, quelles pistes nouvelles se présentent, comment s'enrichir réciproquement des hypothèses, des outils, des démarches, des méthodes et procédures. En pratique,
Nous organisons régulièrement des ateliers qui mettent en présence ces porteurs de recherche. Les réactions des uns aident les autres à approfondir ou élargir leurs hypothèses. Nous tenons à rechercher des convergences et donc des synergies, comme lorsque nous mettons en relation des chercheurs populaires urbains avec des chercheurs paysans, lorsque des femmes des caisses de Dakar forment les responsables et gestionnaires des caisses d'épargne et de crédit en zone rurale. De là vient notre préoccupation de créer chez nous un cadre physique et existentiel qui stimule les rencontres, les contacts, les interactions. D'où le recours au concept de forum polycentré, qui organise institutionnellement cette perspective, page 297. Aux notions précédentes issues des expériences conduites en France dans le cadre des collèges coopératifs notamment, il convient d'intégrer pour une réflexion globale celles qui nous sont ainsi proposées. Reliées aux Akoras en groupe restreint, aux chantiers qui prennent appui sur eux en les élargissant, j'aperçois maintenant la notion des groupes de recherche populaires, plus informels et plus directement en action, et celle de réseaux de recherche populaire, qui se font par la rencontre et l'échange des groupes populaires de régions diverses, de pratiques diverses, de milieux différents. Dans les échanges que nous engageons depuis quelques années, alors que je m'efforce de transmettre quelques aspects de nos fonctionnements en ateliers et chantiers, nous aurons à examiner comment se constituent les réseaux de recherche populaire et comment l'ensemble combiné peut faire mouvement. Atelier, chantier, forum dans le processus Akora. Chapitre 2. Coopérative d'acteurs sociaux. Dans le premier ouvrage de sa trilogie sur les apprentissages d'adultes, Henri Desroches émettait l'hypothèse qui devait donner corps à ses inventions pédagogiques. Hypothèse que l'aptitude à la recherche dort, sommeille ou se trouve en état de veille chez la plupart des êtres humains. Il ajoutait : chacun a son visage, son hameau ou sa banlieue, ses voyages, sa langue ou ses langues, son métier, éventuellement sa religion ou sa non-religion, ses alliances ou ses conflits, son itinéraire et ses sinuosités, ses souvenirs et ses espérances, ses rétrospectives et ses prospectives, ses réussites et ses échecs. Chacun sait des choses que d'autres ne savent pas. Dès lors, pensait-il, pour peu que l'on partage de telles hypothèses, on ne saurait confiner l'univers de la recherche dans l'unique sphère des professionnels. D'où se dégageaient les propos qu'il tenait, quelque peu provocateurs en 1971, date de publication de cet ouvrage, et qui le reste aujourd'hui. Il y a place aussi pour des chercheurs, surtout peut-être en sciences sociales, qui tout en étant non professionnels sont susceptibles de coopérer avec des chercheurs qui sont des professionnels. Ce seront des amateurs, dites-vous. Voir. Pourquoi ne seraient-ils pas des amateurs dans le sens où le sport distingue les amateurs des professionnels ? Marx ou Proudhon ne sont jamais devenus professeurs d'université, et pourtant combien de professeurs d'université commentent leur œuvre ? Étaient-ce des amateurs ? Je lui suis profondément redevable, comme beaucoup d'autres, de ses audaces. Celle qu'Alain Touraine a soulignée dans sa contribution à un ouvrage collectif d'hommage. Un changement, surtout quand il suppose l'accumulation des ressources, entraîne la concentration des décisions dans les mains de l'élite qui contrôle ces ressources et par conséquent la séparation de ce qu'on peut appeler des classes si on définit celles-ci, dans la tradition marxiste, par la possession des moyens de production, ce qui est presque synonyme de contrôle des ressources. Chez Desroches, elles étaient tout autant culturelles qu'économiques, ajouterais-je, dont la mobilisation permet le changement. Ce qui entraîne, du côté des dirigés, des réactions de défense, voire même d'opposition au changement, mais aussi un effort pour reprendre le contrôle de celui-ci et l'orienter de manière conforme aux intérêts de ceux qui le subissent. Cette conflictualité est indépassable, mais elle est gérable, par des négociations directes ou par l'intervention de l'État et en particulier de la loi. Mais elle s'accompagne aussi toujours d'utopie, c'est-à-dire de l'identification par chacun des acteurs en présence, de ses intérêts au changement lui-même et à ses finalités sociales. De là le développement d'une conscience communautaire qui cherche beaucoup moins la conquête du pouvoir que l'exemplarité d'actions concrètes de rappel au sujet. C'est bien cela qu'annonçait Desroches. Revendication de l'acteur à être sujet de la société en train de se faire, sujet, acteur, auteur. Finalement, en créant les Akoras, je n'ai rien fait d'autre que m'inscrire dans cette perspective en imaginant que si chacun sait des choses que l'autre ne sait pas, il en est ainsi et plus encore lorsque plusieurs qui savent d'expérience des choses que d'autres ne savent pas se réunissent ensemble. Nous y voilà.
Une galerie d'acteurs sociaux devenus chercheurs. Mais qui sont en réalité ces hommes et femmes que nous qualifions d'acteurs sociaux? Comment se construisent les groupes? Quelles sont leurs finalités? Dans un premier temps, une description circonstanciée s'impose. Pour ce faire, je voudrais organiser une galerie des portraits de ceux que j'ai eu l'occasion d'accompagner concrètement. L'album est d'autant plus facile à constituer que, la plupart du temps, dans les journaux d'Acora dont je traiterai, les participants sont décrits à partir de leur propre présentation et que, ces journaux ayant fait l'objet de relecture et de validation, on peut y trouver des autoportraits maîtrisés. Peu à peu, autour de qu'un collectif relativement précis, le lecteur pourra appréhender des caractères types qui permettront d'esquisser au final une définition de l'acteur social en recherche. Des femmes exerçant la médiation sociale. Mon premier atelier fut dans l'Aisne, un collectif rassemblé par l'association Aster, actrice sociale des territoires ruraux européens. Une commande avait été formulée en 1995, évaluer des méthodologies pour dégager les outils d'une formation qualifiante et identifier un nouveau métier, médiatrice sociale. Ce sont des femmes, directement concernées par la formation, qui participeront à la création d'un futur programme. Les profils de ces praticiennes de la médiation en quête de reconnaissance furent précisés après l'écoute du récit de 5 parcours d'entre elles. Il s'agissait de personnes dont les tranches de vie évoquées couvraient entre 20 et 30 années, avec des passages par des secteurs d'activité entrecroisés touchant à la famille, la leur, la vie sociale, les activités bénévoles ou professionnelles pour quelques cas. Elles avaient autour de la médiation une volonté forte exprimée en termes souvent combattants. Elles constituaient un groupe dont la richesse, liée à la pluralité des parcours, disaient-elles, mériterait d'être exploitée pour des apports, des tutorats, des appuis coopératifs. Des assistantes sociales auprès de paralysés d'origine étrangère. 2 années de travail intense feront suite, avec un groupe d'assistantes sociales de l'Association des paralysés de France, APF, toutes chargées de suivre des hémiplégiques, paraplégiques, amputés, malformés ou autres. Ce collectif des années 95 et 96, ce sont pour moi, des noms, des visages, des expressions. Marivonne, Brigitte, Christine, Mireille, Virginie, Joël, Claudie, et même Jacques contraint d'interrompre en chemin. Toutes ont la même question qui les taraude. Pourquoi sommes-nous moins à l'aise avec les handicapés d'origine étrangère qu'avec les autres? Quelles sont leurs singularités? Autant des congratulations bien légitimes, alors que nous achevions le second tome de leur travail, Handicap et culture, elles m'ont sollicité pour que j'ajoute à la publication une postface dont je retiens ces lignes. Ajoutons un 3e motif, autant d'espérance que d'encouragement, qui tient un investissement de ces praticiennes, occupées déjà à résoudre les problèmes du quotidien dans les investigations, les recherches bibliographiques, les réflexions à conduire, l'écriture. Mesurant l'effort de cet investissement, nous mesurons la motivation, soit le besoin et le désir de participer sans prétentions excessives, à l'élaboration de savoirs sociaux qui engagent les pratiques. Cet élan que nous rencontrons auprès d'autres groupes ne se laissera pas facilement intimider par le scepticisme de ceux qui refusent aux acteurs la compétence pour théoriser au prétexte qu'ils n'ont pas les diplômes pour cela, et qu'impliqués, ils ne seraient pas dans la posture de prendre le recul suffisant, celle des postures scientifiques. Dire que les acteurs sociaux doivent prendre leurs affaires en main, c'est dire aussi qu'ils doivent les penser. Telle était l'énergie de ces actrices investies dans une recherche vitale pour leur action. Assistantes maternelles et travailleurs sociaux du placement familial. Alors qu'était venu le moment de mettre en page le document final de l'APF, commençait une nouvelle aventure, le mardi 28 janvier 1997, sur demande du placement familial, section de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines. Ainsi allais-je rencontrer d'autres acteurs sociaux avec d'autres besoins de recherche, en lien immédiat avec une action entreprise. 2 éducatrices, une psychologue, 5 assistantes maternelles, un éducateur, une infirmière, tous impliqués à divers titres dans l'action conduite sur demande du service départemental de l'enfance pour l'accueil rapide et momentané d'enfants de 0 à 3 ans. Comme je l'écris alors après avoir écouté leur récit. À l'exception de l'éducateur, récemment embauchés, ils ont ensemble collaboré à l'étude technique préalable. Ils sont concernés, chacun à leur manière, par sa mise en place et son suivi. Ils en sont plus ou moins les artisans directs. Qui, la psychologue, pour le travail d'observation des enfants et des relations parents-enfants.
qui les assistantes maternelles expérimentées, pour conseil et appui aux assistantes maternelles temporaires, qui éducateurs pour recevoir, traiter les demandes et orienter vers une cellule de crise, qui l'infirmière pour assurer le suivi sanitaire des enfants. Tous, naviguant entre quarantaine et cinquantaine, stipulent d'une expérience qui dépasse la décennie, largement pour certains. Adhérents, usagers, responsables de mutuelles. Enchaînons sur d'autres lieux, d'autres préoccupations, d'autres motivations. Dans l'Yonne, l'occasion fut donnée à une équipe d'animateurs du Collège coopératif d'animer, en perspective de recherche, des membres adhérents, militants ou administrateurs d'une organisation mutualiste. Lors d'un forum à Auxerre, en février 1997, je tentais de reprendre à leur demande ce qu'ils disaient des besoins ressentis à propos de la nécessaire relève des militants chevronnés. Qu'entend-on par adhérent ? Ou par adhérer ? Au premier degré, on entendra le fait d'être membre de l'organisation mutualiste, soit d'y cotiser pour bénéficier de ses services. Il s'agit là d'une adhésion de consommation. À un autre degré, il s'agit pour celui qui est inscrit à la mutuelle d'adhérer à ses principes, à ses valeurs et à ses actions. Il s'agit alors d'une adhésion de participation. Comment faire pour que les jeunes deviennent délégués ? Comment promouvoir l'engagement des jeunes ? Comment les adhérents hors de l'Yonne peuvent-ils être représentés dans les instances ? Face à ces deux questions mêlées de l'adhésion à la consommation de services et de l'adhésion de participation active, sont posées les problématiques de la motivation et de la dynamisation. Acteurs et agents du développement social et urbain. À Douai, voici d'autres acteurs. Ils étaient présentés dans les premières pages du document sur le développement social local en Douaisis. Au long de l'année 1997, à cadence mensuelle, se sont tenues dans l'arrondissement de Douai les réunions d'un atelier coopératif de recherche-action avec un groupe de professionnels attachés au développement social urbain. Chefs de projet, chargés de mission de la CAF ou du Conseil général, directeurs de centres sociaux, animateurs de maisons de quartier. Une douzaine de personnes se sont ainsi réunies avec des méthodes de recherche appliquées aux acteurs de terrain. Il s'agissait pour elles de traiter la question proposée par la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Nord, celle de l'expression et de la participation des habitants en lien avec les équipements de proximité, dans une dynamique de développement social. Cet atelier allait progressivement devenir un chantier de recherche pour associer des habitants aux investigations et aux réflexions. Ainsi, 24 habitants furent-ils conviés pour participer à la construction d'un questionnaire, à sa diffusion et à son traitement autour des actions FPH, Fonds de participation des habitants. Un nombre équivalent de personnes participa à des réunions de réflexion conduites dans des centres sociaux. Des membres de l'atelier ont conduit des entretiens avec des habitants ou des élus. Rédacteur d'information de Solidarité Internationale. Année 97, les emplois du temps sont alors remplis. Chaque mois la maison de Mantes-la-Jolie, l'autoroute vers la région auxerroise, un TGV en gare du Nord pour Douai, et pendant ce temps-là, un appel nous vient du CLOSI, le Comité de liaison des organisations de solidarité internationale. Une équipe constituée à géométrie variable, un petit groupe pour les cathos et les laïcs, Secours catholique et solidarité laïque avec l'appui de l'association ACIVA, un collectif plus large où se retrouvent des acteurs venus de la famille rurale, des foyers Léo Lagrange, des Scouts de France, du Secours populaire français, autrement dit un ensemble composite sur la palette des mouvements mais, tous associés aux actions de solidarité internationale. Ils l'étaient notamment au travers de leurs divers journaux ou revues, dont ils étaient globalement des rédacteurs, concepteurs de publications, certaines à gros tirages, d'autres plus confidentielles. Certains étaient journalistes de profession, d'autres de circonstance. L'important pour eux était de s'interroger sur l'image des populations étrangères et de la solidarité qu'ils diffusaient. D'où leur demande de procéder à des analyses de contenu de leur propre production. Militants de la Confédération paysanne. Les Acora avaient pris leur élan quelques 7 années plus tôt à partir des ateliers historiques constitués avec l'amicale des anciennes de l'Union féminine civique et sociale. Je devais cette fois récidiver sur le terrain historique avec la Confédération paysanne. La nouvelle organisation syndicale d'agriculteurs se trouvait alors en plein développement.
Pour les militants les plus anciens, ceux qui ont suivi Bernard Lambert, figure emblématique, ou ceux souvent les mêmes, qui sont issus d'une dissidence avec la FNSEA majoritaire, il était nécessaire de transmettre l'histoire du mouvement. Fréquemment invités à intervenir auprès de nouveaux adhérents, ils éprouvaient le besoin pour améliorer leurs prestations, de construire une histoire crédible, documentée, organisée. Ils tenaient beaucoup à avoir la maîtrise de cette histoire, et se refusaient à laisser aux intellectuels brillants le soin d'en traiter à leur place. Lorsque je les ai accompagnés dans la construction de cette histoire, ils resteront sur leur garde durant toute une année de travail. Pas question sous prétexte d'appui, de les entraîner sur des voies, des expressions, des significations qui ne seraient pas les leurs. Responsable du développement social urbain en Bretagne et Pays de Loire. Parallèlement à ce nouvel essai d'accompagnement d'une histoire écrite par ceux qui l'ont agi, commencera le cycle de collaboration avec les amis du Collège coopératif en Bretagne. Alain Penven, le directeur, se déclarait tenté par la démarche de recherche collective, et me demanda de l'aider à en propager le virus. Il avait été sollicité pour proposer une formation à des agents de développement social urbain, en Bretagne et Pays de Loire. Tout en organisant quelques séquences formatives avec des spécialistes, il imagina le moment bienvenu pour initier, dans son association à caractère universitaire, ce qu'il appellera finalement des ARAC, Ateliers de recherche action coopérative. Grand bien lui fasse, le sigle ainsi dressé aurait-il une consonance plus celtique que l'aimable Acora ? À moins qu'il ne s'agisse de sa part d'un scrupule à user d'un titre créé par nous. Lorsqu'il me demanda de l'appuyer dans sa démarche, je me suis retrouvé sur un terrain proche de celui parcouru en la région douaisienne. Pour partie, les acteurs rencontrés là étaient à l'image des femmes et des hommes de Douai, à ceci près qu'il s'agissait de personnes investies dans une même problématique mais dans des villes différentes, Rennes, Brest, Lorient et Lanester, Nantes. Comme de coutume, un premier tour de table permettra de les connaître. Les 4 premiers impétrants de l'Acora venus de Rennes, de Lorient, de Lanester, émettent les premiers constats, sentiments d'acteurs impliqués, fouillis des questions au quotidien, bribes d'expérience. Elles sont déjà intéressantes à capter pour un premier état des lieux. On sent le besoin de construire nos outils, plutôt que d'appliquer des dispositifs. Un chômage qui touche 18% de la population à Lanester et progresse de 7% en un an, c'est toute la vie sociale des quartiers qui se voit atteinte. Nous avons peu de contact avec le monde de l'entreprise, cela ne fait pas partie de notre culture. Dans notre pays qui sait produire de la richesse sans produire des emplois, l'échange social peut-il produire de la richesse ? Sur les questions de l'emploi, nous avons des représentations culturelles. Il faudrait réviser notre discours sur les petits boulots, sur les vrais, sur les faux emplois. Lorsque nous pensons comme un vrai boulot un travail de manœuvre dans le bâtiment et comme dévaloriser une activité de soins à domicile, nous sommes en plein dans les schémas culturels ? Eh oui. C'est une autre vision du monde qu'il convient de construire dans nos têtes. Usagers, adhérents, professionnels des MJC en Bretagne. Ainsi les ARAC bretons prennent leur envol. L'équipe du Collège de Rennes n'a pas froid aux yeux. À peine clos ses travaux, sur Travail Emploi Développement économique, un chantier d'importance se met en place avec la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture. Il s'agit de penser l'identité des MJC, leurs fonctions, leur personnalité, leur avenir. Une bonne douzaine de maisons entrent dans la danse, des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, chacune de ces maisons décidant de la composition de l'atelier, de son thème, de ses modalités de travail. Pour ma part, j'apporte une aide méthodologique à la MJC de l'Arthe-Loire à Brest jusqu'à ce qu'une obligation médicale m'oblige à stopper, mais le temps aura été suffisant pour rencontrer de nouvelles personnalités d'acteurs. Il n'y eut pas de descriptif systématique des membres de l'atelier. Cependant, quelques passages de journaux permettent de les pressentir. Doit-on parler du public ? Des réserves sont formulées sur l'emploi de ce terme. À reprendre donc. Comment convient-il de définir ces personnes qui fréquentent la maison ? Comment éventuellement les distinguer ? Des adhérents ? Des consommateurs d'activités ? Des usagers ? L'identité de la maison ne serait-elle pas en relation avec ce que ceux qui la fréquentent cherchent à satisfaire ? Un ensemble donc de motivations ou d'aspirations qui indique un mouvement d'adhésion.
L'hypothèse en vérité formulée vise son caractère intergénérationnel et ceci d'un double point de vue. Elle l'est de fait par le public qui la fréquente, de tous âges, mais aussi par la rencontre qui s'opère et le dialogue entre les générations. Il en est ainsi du point de vue des catégories sociales, elles-mêmes mêlées. La maison est marquée par le professionnalisme de ses prestations. Ceci veut dire certes statut pour les intervenants, mais aussi, quoi qu'il en soit du statut, qualité et compétence. Il convient alors de se demander ce que signifie être professionnel dans le cadre des activités proposées, et distinguer sans doute ce que peuvent en penser les responsables des activités et ceux qui les fréquentent. Toutefois, on ne saurait se contenter d'évoquer le professionnalisme sans du même coup faire référence aux multiples bénévolats et par là même s'interroger sur la place qu'occupent les uns et les autres. Les alphabétiseurs au Sénégal, formateurs d'éducation de base. Au Sénégal, la CNOAS est la Coordination nationale des opérateurs en alphabétisation du Sénégal. Ils furent une quinzaine, venus des diverses contrées du pays, pour faire table ronde et s'engager ensemble dans un processus de recherche-action. Cet accorat qui les rassemblait s'inscrivit d'entrée dans une double ambition. La première est une ambition sociodidactique. L'ensemble des acteurs que nous sommes, est-il écrit dans le journal relatif à la séance inaugurale du 6 décembre 2001, réunis sur des pratiques communes ou identiques, veulent s'attacher à construire collectivement leur savoir pluriel, pour le relater, le théoriser, l'orienter, voire le transformer. La deuxième ambition affichée est stratégique. Il s'agit pour le groupe des opérateurs, acteurs de la société civile, de s'affirmer dans leur compétence à être des partenaires de l'État à part entière, de constituer une capacité de peser sur la définition des politiques et des orientations en matière d'alphabétisation, capacité à les mettre en œuvre en lien avec les sociétés locales, capacité enfin à les évaluer et à les infléchir. Les agriculteurs en voie de transmission de leurs exploitations. En 2002, j'ai par le hasard d'une rencontre avec Robert Ponchon, alors secrétaire général, commencé une collaboration avec le CMR, Chrétiens dans le monde rural. Cela devait s'inaugurer au travers d'une recherche-action sur la transmission des exploitations agricoles. C'est au cours du chantier national à Montgeron, au mois d'août, que nous sera offerte l'opportunité de dresser un tableau des acteurs engagés dans le processus. 33 personnes pour un chantier en 3 ateliers coopératifs de recherche-action. Quantitativement parlant, il serait abusif de parler d'un échantillon représentatif de la population concernée. Qualitativement, la situation se présente autrement. Des agriculteurs, pour le plus grand nombre des retraités, des enfants d'exploitants, des jeunes en attente d'installation, une permanente du CMR, des conjoints enseignants ou employés de mairie, un employé du service de remplacement, des personnels du Crédit Agricole, employés ou directeurs d'agence, un aumônier catholique, acteurs du monde agricole et rural, engagés. Ils sont du fait de leurs engagements porteurs de savoirs sociaux tels qu'ils se construisent dans l'action collective et solidaire. Le tableau établi par le premier journal de l'atelier Mosellan ressemble bien à ce que l'on trouve en Manche et Morbihan. Avec des militances syndicales à la FNSEA ou Confédération paysanne, ils se retrouvent sur les terrains professionnels. ADACA, MSA, coopérative, groupement d'employeurs, participent au mouvement associatif. MRJC, association de conjoints survivants, association familiale, association féminine, foyer rural, ONG internationale, se manifestent dans L'. Action municipale comme maire ou conseiller, voire dans les structures paroissiales pour des groupes de préparation au mariage, des encadrements de jeunes. À tout cela s'ajoutent les expériences de GAEC ou de formes d'économie solidaire. La palette est significative d'actions et de rencontres multiples. Elle témoigne d'une représentativité qualitative du milieu par la connaissance et l'écoute qu'elle suppose. Administrateur d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Avec l'ADECAMB, Association pour le développement coopératif, associatif et mutualiste en Bretagne, dont on pourrait dire en simplifiant qu'elle tient lieu de conseil d'administration du collège coopératif en Bretagne, le regroupement en ARAC sera construit par ses membres, pour répondre à leurs interrogations concernant les formations à mettre en place afin de fortifier l'économie sociale et solidaire dans la région. Bons élèves accoristes, leurs fonctions éminentes ne les empêchaient pas de se présenter avec leurs préoccupations présentes. Le premier intervenant,
évoque ses engagements anciens dans les coopératives HLM. À la Fédération nationale, il s'investit dans le secteur des formations. Il prend alors conscience de l'importance des savoirs acquis par les bâtisseurs des cités de Castor, leurs apprentissages réalisés au sein des communautés de chantier et de projet. Après les HLM et les castors de la période pionnier, son itinéraire s'élargit au Crédit Mutuel de Bretagne, CMB, dont il devient un élu administrateur. Il se retrouve dans le domaine des formations au sein de l'organisme mutualiste de banque. Le second est un responsable engagé dans plusieurs secteurs. Il évoque ses origines familiales, paysannes et ouvrières, avec des extensions dans le secteur des cadres. Ce sont des racines fortement marquées par la fréquentation assidue et active, tout à la fois du monde coopératif, particulièrement agricole, et celui du syndicalisme. Il est aujourd'hui travaillé par... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.